Planète Étreville Fantôme, chapitre 3, Germe d'espoir. Sous-chapitre 3.1, les cendres d'un monde. Le soleil inondait le balcon de Denis. Entre les bagues de tomates rougies, les pommes de terre bien enfouies, un petit pied de vigne grimpant paresseusement sur la rambarde et un rosier en fleurs. La vie foisonnait dans ces quelques mètres carrés suspendus. Des pots d'aromatiques diffusaient une odeur mêlée de menthe, de thym, de romarin. Au centre, un bac de fraises offrait des fruits d'un rouge éclatant, mûrs et prêts à être cueillis, voire croqués. Céliros observait tout cela en silence. Debout, à côté de Denis, leur bière à la main, tous deux regardaient le ciel bleu, limpide, paisible. Mais là, dans un coin discret de l'azur, une petite lumière blanche, anormalement fixe, presque ignorée, brillait faiblement. L'étoile à neutrons, l'indice. Denis soupira, et yeux mi-clos. Alors, Céliros, c'est là-bas que tu veux m'emmener, cette fameuse planète? Céliros acquiesça, lentement. Il parla. Sa voix n'avait ni joie ni tristesse, juste une clarté calme. Un monde sans nom. Il a tout ce qu'il faut, sauf l'essentiel. Des terres de toutes formes, du sable, des roches, des montagnes et des plaines, des fleuves qui serpentent, des rivières limpides, des lacs dormants, des mers vastes, des océans profonds. Il y pleut, il neige. Certaines régions sont arides, d'autres tempérées, l'air y est respirable, l'eau pure. Il tourna lentement la tête vers Denis, puis reprit. Mais rien n'y vit. Pas un brin d'herbe, pas une bactérie, encore moins un chant d'oiseaux. Pas même une algue dans un océan. Ce monde a été vidé. Vidé? Par quoi? Demanda Denis. Un sursaut solaire d'une rareté extrême. Une vague d'énergie brutale. Ce genre de phénomène n'arrive que très rarement. On en trouve très peu de traces, quelques cas. Il a frappé ce monde de plein fouet. L'atmosphère a tenu, l'eau aussi, mais la vie non. Un silence. Puis Denis murmura. Une planète vide, stable, mais nue. Parfaite pour recommencer, libre de tout. Étrange comme elle me fait penser à quelque chose. Il fixa le ciel un moment, songeur, un mot germa dans sa bouche, presque malgré lui. Étreville. Céliros pensa la tête intriguée. C'est quoi? Liberté. À l'envers. Et puis ça sonne bien, non? Dit Denis. Il y eut un léger sourire dans le regard de Céliros et fantôme. Pourquoi l'ajouter? Denis haussa les épaules. Parce qu'elle est vide. Parce qu'elle est un souvenir de ce qu'elle aurait pu être. Et de ce qu'elle pourrait devenir. Une planète fantôme ou une renaissance. Planète Étreville fantôme, murmura Céliros, comme s'il la baptisait en pensée. Le ciel resta silencieux, blanc, là-haut, la lumière blanche brillait toujours. Sous-chapitre 3.2, base B42. Céliros détourna enfin les yeux du ciel, son regard glissant lentement vers Denis. « Il est temps, dit-il simplement. Je dois t'emmener à la base B42, sous le pic de Bugarach. C'est là que se trouve mon vaisseau et le portail. » Denis argua un sourcil, un peu surpris par le ton soudain, plus direct. « Téléportation, ajouta Céliros. Le trajet sera instantané. Tu n'auras rien à faire. Apparaître prêt. Ça prendra quelques secondes. » Il marque une pause. « Tu es prêt, Denis ?» Denis leva la tête vers lui, jeta un coup d'œil à l'intérieur de l'appartement. Une truffe noire l'attendait bien posée sur le sol entre deux coussins. Denis dit « Ok, je viens. Mais Zach vient avec moi. » Céliros hocha la tête. Sans discuter, il s'y attendait. Le chien, comme il l'avait compris, se redressa d'un bond. Le monde vacilla. En une fraction de seconde, Denis sentit son estomac se dérober comme s'il tombait dans un vide sans fond. Puis la sensation s'inversa brutalement. Il se sentit projeté en avant sans bouger, et puis tout redevient stable. Il cligna des yeux. L'air avait changé, plus dense, plus frais. Un souffle très léger vibrait autour d'eux, comme si la roche elle-même respirait. Ils étaient là,
sous le pic de Bugarache, dans la base B42. La lumière venait de sources invisibles, pas d'ampoule, pas de néon, une lueur froide, légèrement bleutée, émanait directement des murs rocheux. La grotte était immense, naturelle dans sa forme générale, mais sculptée en partie, façonnée, un espace souterrain qui semblait avoir été là depuis des siècles, mais chargé d'une technologie silencieuse enfouie dans la pierre. Et au centre, un vaisseau, suspendu. Un colosse métallique, lisse, sans aileron ni moteur, à peine sculpté de lignes sombres qui pulsaient lentement. Sa longueur approchait bien celle d'un terrain de foot. Il flottait à quelques dizaines de mètres du sol, immobile, majestueux. Célirao le désigna d'un geste. « Mon vaisseau. Ce modèle est autonome, expliqua Céliros. Il peut faire le tour de ton système solaire, se poser, repartir, analyser. Mais rejoindre les Treville, impossible, trop loin. Il n'a pas été conçu pour ça. » Mais Denis n'eut pas le temps de poser de questions. Dans un renforcement plus sombre, un autre objet attira son regard. Le portail. Un cercle vertical parfaitement lisse, incrusté dans un mur noir, mat, aucun câble, aucun mécanisme apparent. Simplement un vide circulaire cerné d'une matière qui semblait absorber la lumière. Pourtant quelque chose y vibrait, comme une présence contenue, une tension. L'expression que le cercle n'était pas juste un objet, mais bien un passage en attente. Denis fit un pas en avant, fasciné. Zach s'arrêta net, à ses pieds, les oreilles dressées, la tête légèrement penchée. Pas un grognement, juste une attention tendue. « Nous sommes seuls ? Ici ?» demanda Denis. Céliros répondit sans détour. « Oui, seuls, mais pas indétectés. » Sous-chapitre 3.3 Les murmures de Bugarache. Denis se tourna brusquement vers Céliros. « Quoi ? Ça veut dire quoi, pas indétecté ? Tu viens de dire qu'on était seul ici. »« Seul, oui, » répondit Céliros. « Mais certaines fréquences, certains signaux énergétiques, quand on active le portail, traversent plus que la matière. Elles réveillent des capteurs, des systèmes, des choses humaines, d'autres non, et même des ondes sismiques. Selon leur puissance, elles peuvent être ressenties en surface, comme des petits tremblements de terre venus de nulle part. » Denis cligna des yeux surpris. « Des gens pourraient croire que c'est un séisme naturel, ou bien s'apercevoir que ce n'en est pas un, » répondit Céliros. « Et dans un lieu comme celui-ci, le moindre indice attire l'œil. » Il marqua un silence. Denis reprit. « Des satellites ?» dit-il, inquiet. « Oui, des satellites, des observatoires, des stations météo, et même des dispositifs dormants, installés par des gens qui ne savent même pas ce qu'ils surveillent. Le pic de Bugarache est chargé. Ce lieu est un amplificateur naturel. Depuis 2012, et même déjà avant, beaucoup d'humains viennent y chercher on ne sait quoi. » « Et tu penses que ça va alerter quelqu'un ?» répondit Denis. « Pas tout de suite, mais si nous activons le portail de manière récurrente et régulière, oui, ça finira par poser des questions. Des scientifiques détecteront des fluctuations magnétiques inexplicables. Des militaires recevront des ondes parasites. Et certains capteurs classés sans activité depuis 20 ans se mettront à clignoter. Certains pays pourraient même envoyer des agents. » Céliros tourna lentement la tête vers le portail, toujours en mode endormi. « On dit que le pic murmure. Ce que nous allons faire, Denis, risque de le faire hurler. » Denis serra les mâchoires, fixant le centre noir. Sous-chapitre 3.4 1492 Un nouveau monde. 2025, un nouveau ciel. Denis regardait le portail, silencieux, circulaire, inerte en apparence,
mais prêt à s'ouvrir sur l'inconnu. Il s'approcha lentement, puis s'arrêta, pensif. Qu'allait-il apporter pour ce premier pas? Que faut-il prendre quand on quitte sa planète pour la première fois? Par réflexe, sa main glissa dans une poche de sa veste. Ses doigts touchèrent une petite chose dure et lisse. Il la sortit. Un gland de chêne, brun foncé, parfaitement formé. Il sourit. Je voulais le mettre en pot dans le balcon. Mais non, il est temps de le planter ailleurs. Un premier espoir, le symbole d'un futur végétal, d'une renaissance. Il glissa le gland dans une petite boîte, le rangea avec soin, attrapa une gourde d'eau, la glissa dans son sac, de quoi grignoter. Par réflexe, un sandwich, plié dans du papier, une barre de céréales, un gâteau pour son chien. Puis il se tourna vers Céliros. Le portail. Il arrive où exactement sur Étrebule? Céliros répondit d'un ton calme. Une zone tempérée, 450 mètres d'altitude environ. D'après les mesures de l'ordite, c'est le début du printemps là-bas. Denis hocha lentement la tête. Il attacha Zach à sa laisse, le chien visiblement prêt à suivre. Ne protestait pas, juste un regard attentif, les oreilles légèrement baissées. Tous trois s'approchèrent du portail. Un léger bourdonnement montait dans l'air, presque inaudible, mais bien réel. Céliros s'arrêta à quelques pas du seuil. Le voyage sera rapide, dit-il. Mais n'imagine pas un tunnel plein de lumière comme dans tes séries préférées. Il tourna largement la tête vers Denis, un demi-sourire dans les yeux. Dès l'entrée, tu ne verras rien. Aucune lumière, aucun son, aucune sensation. Juste le noir absolu. Puis un point blanc tout au but. Et là, tu seras arrivé. Il ajouta plus bas, comme pour lui-même, ce n'est que le premier passage. Il en faudra des milliers d'autres. Dans les 15 ans qui restent, des allers-retours, des transferts, des constructions, des semences, des choix humains. Mais tout commence maintenant, aujourd'hui. Et toi, Denis, tu es le premier. Denis inspira profondément. Ses mains tremblaient un peu. Il les serra dans son poing. Il regarda le cercle. Ce n'était plus un objet, c'était une promesse. Zach aboya doucement comme pour dire « Je suis là ». Denis sourit. On y va. Go! Chapitre 3.5, premier espoir. Ils étaient là. Denis, Céliros et Zach. Debout dans un monde neuf, mais vide. Le ciel avait une couleur étrange, un bleu plus pâle, presque argenté. Et là, suspendue en plein jour, visible comme un fer gelé, une lune blanche brillait. Pas celle de la terre, une autre. Un silence total. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, pas le moindre écho de vie. Juste une brise légère comme un souffle ancien qui soulevait par moments un peu de poussière, flottant sur les pierres et les sables. Le sol sous leurs pieds mêlait roches, terre sèche, cailloux inertes. Denis inspira lentement, presque inquiet de briser ce silence par un mot. Il ouvrit la bouche, mais ce fut Zach qui, sans cérémonie, prit les devants. Le chien s'avança d'un pas décidé vers le premier gros rocher venu, leva la patte et marqua son territoire. Denis cligna des yeux, puis soupira avec un petit sourire en coin. « Eh bien, Zach, coquin, t'aurais pu attendre un peu. » Céliros esquissa un sourire très discret, mais se dit, même ici, l'instinct canin gardait ses droits. Ils avancèrent tous les trois, quelques dizaines de mètres, vers une élévation de terre, comme un petit monticule naturel. Denis s'en approcha, fit le tour lentement, observa le sol, testa la densité avec le pied. Ce sera ici. Il posa doucement son sac, s'agenouilla, sortit la petite boîte métallique, qu'il ouvrait avec soin. Le gland de chêne était toujours là, intact, luisant d'un brun profond. Denis fouilla un peu la terre du bout de ses doigts, pas facile, elle était sèche, résistance, mais il gratta, puis il creusa une cavité juste assez profonde pour y poser le gland. Il versa quelques gouttes d'eau de sa gourde, puis plaça quelques rochers ronds, formant un cercle simple mais clair, une sorte de protection et à la fois un repère. Céliros observait en silence, presque solennel,
Denis se releva, époussiéra ses mains, puis recula d'un pas, et dit « Voilà, premier espoir ». Il regarda le cercle, puis leva les yeux vers Céliro. « Céliro, imagine, dans 300 ans, quand les habitants de cette planète viendront ici, peut-être en pèlerinage, tous se souviendront d'où notre histoire, l'histoire de cette planète a commencé, et de ce qu'il ne faudra jamais perdre. » Céliro hocha lentement la tête. Le vent se leva à peine, le gland était planté. Le temps venait de commencer à tourner. D'ici 15 ans, le monde devra être prêt, habitable, vivant, défendable. Le premier pas est fait, les ennuis, eux, arrivent. Une petite note de l'auteur, Denis, à propos du chapitre 4. La prochaine aventure sera sans doute plus détaillée que toute cette histoire. C'est là où tout commence réellement. Les premiers robots, les premiers clones que Céliro va mettre en place vont se mettre au travail, en silence, pour planter, régénérer, structurer ce qui un jour deviendra une planète habitable. Chaque plante, chaque espèce doit être passée au bon endroit, bonne attitude, partout, vraiment là où il va falloir. Rien ne devra être laissé au hasard. Et pourtant tout peut rater. Les premiers insectes, comme les vers de terre, seront introduits. Il faudra aussi convaincre les premiers humains de venir, des fermiers en premier par exemple. Ici, c'est pas Dieu qui va créer la vie, ce sont les hommes, avec leurs mains, leurs erreurs, leur courage, leur fatigue et parfois leurs doutes. Pendant ce temps, sur Terre, les ennuis commencent aussi. Mais là, ce sera pour un chapitre supplémentaire et pour aussi un chapitre hors série, qui racontera ce qui se joue en secret de l'autre côté du portail. Merci de continuer à suivre cette aventure où on entre plus précisément dans le vif du projet Fantôme.